Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Life Stories. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous inviter à une réflexion autour de deux sujets qui peuvent paraître antinomiques. D'un côté, les voyages d'affaires et de l'autre, les enjeux environnementaux et sociétaux. Alors, est-ce que désormais, il faut arrêter les voyages d'affaires et les incentives pour ne plus monter dans des avions ? Est-ce qu'il faut que les entreprises qui ont des engagements RSE forts décident d'interdire à leurs collaborateurs de monter dans un avion ? C'est autour de ces questions que j'ai souhaité inviter Marc Fischer, qui est coprésident de WMH Project et qui justement a beaucoup réfléchi à la question et aujourd'hui accompagne ses entreprises et ses clients dans la réalisation d'événements durables autour du voyage d'affaires et qui a aussi proposé une charte du voyageur d'affaires responsable. Bonjour Marc. Bonjour Agathe. Alors Marc, je le disais en introduction, tu es le coprésident de WMH Project, aujourd'hui qui est une très belle agence parisienne avec 320 collaborateurs. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment est arrivé ce projet-là ? Alors d'abord, je te précise, pas que parisienne. C'est vrai. Parce que WMH est implanté aussi, et ça fait partie de la stratégie RSE, à Lyon, Bordeaux et Bruxelles, pour accompagner un certain nombre de nos clients, notamment institutionnels. Tout à fait. Alors rapidement, l'histoire de WMH Project, WMH est la réunion en fait, de plusieurs agences autour de FC2, l'agence que j'ai co-créée avec Franck Chaud, mon associé historique, en 1995. Donc quelques années. Ça va faire bientôt 30 ans, si on calcule rapidement. Et par une politique assez active de croissance externe sur les dernières années, est devenu effectivement un des acteurs importants du secteur aujourd'hui. D'accord. Et c'est quoi vos métiers aujourd'hui dans l'agence ? Aujourd'hui, on a 4 grands métiers. Le métier de base historique, l'événement, auquel s'est ajouté l'e-event, accompagné et forcément accéléré pendant la période Covid. Le spatial design, où on va accompagner nos clients en fait, sur tout ce qui est stand, exposition, une grosse partie showroom. Et enfin, l'incentive travel, sujet dont on va parler plus aujourd'hui. Et dernier métier, la partie RP, réseaux sociaux, influence. D'accord. Et donc cette question de la RSE, est-ce que c'est quelque chose que tu as vu, toi, évoluer ? Puisque comme on le disait, ça fait quelques années que tu es dans le métier. Comment tu as vu évoluer cette question-là et comment aujourd'hui elle est présente dans nos métiers de l'événement chez tes clients ? Alors très clairement, si on remonte aux années 90, années 2000, la question était quasiment inexistante. Il y a une dizaine d'années, le sujet a commencé à apparaître, en même temps qu'il apparaissait dans l'actualité, dans les sujets de société, est apparu dans nos métiers, effectivement, dans les appels d'offres et dans nos offres, on commençait à s'intéresser au sujet. Il était assez difficile à traiter parce que, évidemment, nous, on est au centre d'un écosystème, et si l'écosystème n'est pas prêt et qu'il n'y a pas de réponse derrière, il est très, très difficile d'y aller de façon vraiment responsable. Ça, c'était il y a une dizaine d'années, donc on avait des appels d'offres dans lesquels on parlait de RSE, mais c'est un peu comme dans les contrats d'assurance, c'était le petit astérix, page 40 d'un page écrit en lettre 2, que personne ne lisait. On y répondait par la 265e slide de notre offre, et ce n'était jamais prépondérant dans la prise de décision. Le basculement, il a eu lieu très clairement l'été dernier, lors de l'énorme vague de chaleur et de sécheresse. Et je pense que ce basculement, cette prise de conscience, elle était un peu générale dans le monde, en tout cas en France. Et pendant l'été, on a commencé à avoir des changements de brief. Et depuis, effectivement, c'est devenu quelque chose de totalement prégnant et qui est, au minimum, toujours dans les 3 sujets principaux sur le podium des choix et des offres qu'on va pouvoir faire. D'accord. Donc un vrai changement. Après, nous, heureusement, on n'avait pas attendu ce changement de position d'il y a 1 an. Ça fait déjà plusieurs années que c'est un sujet qui est au cœur de notre développement. Et je dirais que pour l'agence, on était parmi les premières agences certifiées ISO 221. On est au 4e renouvellement, donc ça fait déjà plus de 4 ans qu'on est certifié. On a avancé sur pas mal de sujets, mais on y reviendra peut-être après sur ce qu'on a fait nous-mêmes en termes de RSE dans notre organisation, au-delà de ce qu'on va faire effectivement pour nos clients. D'accord. Et donc j'imagine que les questions que je posais en introduction sur qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui du tourisme d'affaires, des incentives, tu me disais en préparant que ça reste ultra important pour vos clients en termes d'équipe, en termes de recréer de la collaboration et de la vie dans une entreprise. Et en même temps, on est aussi en droit de se poser la question de se dire oui, mais le tourisme, on sait qu'il y a l'impact carbone avec le voyage aérien. Donc, toi, c'est une question forcément dans le développement de l'entreprise que tu t'es posée. Bien sûr, on aurait pu se dire ça ne fonctionne plus.
On est branché sur Télégen Volcovici, il faut s'arrêter tout de suite, ne plus vivre à titre perso et à titre professionnel sur ces sujets-là. Mais après, il y a deux façons de voir les choses. Et puis, l'après-Covid a montré quelque chose aussi, c'est que les gens ont ce besoin de voyager. Et les gens ont pris énormément conscience, même à titre personnel, de tous les problèmes. Mais les avions n'ont jamais été aussi pleins, les aéroports, les destinations. Donc, ce besoin de rencontre et de voyager n'a pas diminué. Donc, nous, notre position, c'est pas de se dire, OK, on arrête tout, c'est comment on le fait mieux. Oui. Parce qu'on est sûr qu'il faut poursuivre sur ces sujets-là. Et on voit chez nos clients aujourd'hui, certains se sont posé la question d'arrêter, d'autres pas du tout. Mais de le faire différemment. Et je dirais que l'après-Covid, le manque d'engagement parfois des équipes, les difficultés de recrutement, et ben c'est au moment de cohésion, en fait, qui ont lieu souvent dans des voyages, sont de plus en plus importants. Donc forcément, peu d'enclin à les arrêter. Donc comment on accompagne ça? Et puis un autre sujet, c'est que quand on parle de RSE, quand on parle de, en tout cas pour cette partie environnementale, on se dit il faut sauver la planète. La planète, en fait, elle va se sauver toute seule. Elle sera là, quoi qu'il arrive, quelles que soient nos émissions de CO2, la planète ne va pas disparaître. Ce qu'il faut sauver, en réalité, c'est l'humanité. Donc quand on dit on va faire comme Jean Covici, on va dire on arrête tout, on va condamner à mort 2 ou 3 milliards de personnes qui vivent déjà difficilement et dont le tourisme est une ressource essentielle. On a l'actualité marocaine, on a des clients qui commencent à nous dire on a des trucs, qu'est-ce qu'on fait, on y va ou on n'y va pas. C'est de la double punition si demain on ne va plus au Maroc. Les infrastructures hôtelières ne sont pas touchées. Les aéroports non plus. Si vous coupez ça, vous allez faire une double punition aux gens qui ont perdu leur maison et qui vont perdre en plus leur travail. Et c'est autour de ça qu'on a travaillé. Je dirais, bien sûr, on est tous pour l'avenir de nos enfants, mais c'est pas en tuant, entre guillemets, les enfants des autres dans les pays pauvres qu'on va, nous, mieux vivre dans le futur. C'est presque une vision ultra pays riche occidental de dire on arrête tout et on se recroqueville dans notre quartier ou dans notre ville. Voilà. Tout à fait. Et donc cette réflexion, elle a aussi évolué à travers une rencontre. On était dans cette réflexion. Après, la réflexion, c'est bien, mais il faut trouver les solutions. Et on a eu effectivement une rencontre qui nous a ouvert les champs des possibles sur ce sujet avec quelqu'un qui avait déjà beaucoup travaillé au sujet pour le voyage individuel, qui est Jean-Pierre Nadir, qui a lancé en fait une agence de voyage éco-responsable qui s'appelle Fairmove. Ok. Voilà. Donc on a signé un partenariat exclusif il y a un peu plus d'1 an. En fait, pour que les équipes de Jean-Pierre gèrent les individuels et que nous gérions les voyages incentives. Ok. Donc, en parallèle de ça, en fait, il y avait effectivement une charte du voyageur éco-responsable qu'il a fallu que nous, on fasse évoluer, puisque évidemment, les besoins et les impératifs de l'entreprise ne sont pas toujours alignés avec les besoins et les impératifs du particulier. Oui. Donc, comment on fait aujourd'hui ? Donc, Fairmove apporte une partie de la réflexion. Vous apportez votre savoir-faire incentive. Donc, comment on fait justement pour continuer à faire de l'incentive, mais de manière plus responsable ? Alors, on a mis en place une charte du travail du voyageur B2B responsable. D'accord. En 20 points. Et en fait, qui se base surtout sur une grosse masse de données et d'informations qui ont été réunies par les équipes de Fairmove. D'accord. Alors, je vais te donner quelques exemples pour être concret. Aujourd'hui, évidemment, un voyage responsable, on focus tout le temps sur l'avion, qui est effectivement un émetteur important. Mais l'avion, c'est moins de 4% des émissions de CO2 dans le monde. Donc il est important, mais il n'est pas le principal. Le principal, c'est le bâtiment. L'agriculture, et notamment la viande, est extrêmement important. Et on n'arrête pas de se loger, et on n'arrête pas de manger. Oui. Maintenant, on peut faire évoluer la façon dont on mange et la façon dont on se loge, ou dont on équipe ses bureaux. Donc, pour l'aérien, par exemple, aujourd'hui, dans le calculateur FairScore qu'on a créé et aidé à améliorer avec les équipes de Jean-Pierre, on a toute la base de données des vols aériens, avec donc, quelle est la compagnie, évidemment, quel est l'appareil utilisé, vol direct, vol pas direct, écopilotage ou non. Et ensuite, on va demander, quand on a des groupes importants, de jouer sur les repas à bord. Okay. Donc, je te donne un exemple. On sait qu'aujourd'hui, c'est une industrie un peu particulière, l'aérien, c'est que tu vas payer souvent ton billet moins cher quand tu fais des escales. Ce qui est un peu bizarre, en fait, parce qu'on passe par plusieurs endroits, c'est bizarre, mais bon. C'est comme, c'est comme ça que l'industrie s'est montée autour de hubs, bon, bref. Néanmoins, le décollage et l'atterrissage d'un avion, c'est 15% de la consommation. D'accord. Donc aujourd'hui, nous ne proposons à nos clients plus que des vols directs. D'accord. Ça peut coûter parfois un petit peu plus cher, mais en tout cas, on a déjà un impact direct, je dirais, sur la consommation de l'avion. Deuxièmement, c'est le type d'appareil qui est utilisé par la compagnie. Les Airbus Neo consomment pareil 15% de moins. Donc pareil, on va
privilégié. Dans nos offres, on dit OK, telle destination, sur telle compagnie, vous serez sur un appareil avec des Airbus Neo, donc moins de consommation. Ok. Donc, deuxième point. Et ensuite, il y a les copilotages. Un certain nombre de compagnies utilisent les copilotages. Ça veut dire parfois ralentir la vitesse. Souvent, c'est peut-être arrivé à titre perso, tu fais un Paris-New York et puis au retour, tu fais 1h30 de moins. Oui. Le pilote est très content. Nous venons de faire en 5 heures au lieu de 6h30, porté par les vents dominants. Des compagnies, en fait, dire on va quand même mettre les 6h30. Simplement, on va pousser les réacteurs moins fort et on va économiser le carburant. Okay. Voilà. Donc tout ça, ça fait partie des points dans l'aérien qui sont entrés dans la base de Fairmove et qui nous permettent effectivement de construire ces voyages. Ensuite, je faisais l'anecdote sur la viande qui représente énormément de pollution. Tout à fait. Aujourd'hui, quand on propose à un client dans ses repas d'éliminer la viande rouge, il n'y a pas de scandale, on passe sur un vrai acte sur ces voyages-là, et ça a un vrai impact surtout dans les pays à destination qui n'en sont pas spécialement producteurs, il va falloir les importer, etc. Donc c'est sous ces sujets-là. J'ai un autre petit exemple je trouve qui fonctionne bien, qui est assez symptomatique. Je pense que tu l'as vécu aussi. Quand tu prends l'avion depuis quelques années, quasiment chaque année, on te dit ta valise 30 kilos il y a 10 ans, 23 il y a 5 ans, et puis 17, et puis 15, et puis 14. Oui. Et nous, on se dit, les salauds, les compagnies aériennes, en fait, c'est nous prendre 50 balles, 80 balles à chaque fois qu'on prend l'avion pour le supplément bagage. Donc on est dans le négatif. Négatif pour la compagnie, négatif pour le client, donc c'est mauvais pour tout le monde. Il faut savoir qu'un kilo de bagages transporté dans un avion par an, c'est 15 tonnes de CO2. D'accord. Okay. C'est pas mal. Donc si on prend ça dans l'autre sens, nous on fait des incentives, on propose aux clients de dire OK, qui va avoir la valise la plus légère. Et là, au lieu de venir en se disant pourquoi je ne peux pas me payer des kilos, pourquoi je ne peux pas emmener la 5e paire de chaussures que je vais mettre, OK, on a un truc un peu marrant. Et finalement, tout le monde est content, on a moins de bagages, moins de poids, et les personnes qui voyagent n'ont pas cette sensation que ça soit une contrainte, mais plutôt quelque chose de positif. D'accord. Donc ils se battent pour avoir la valise la moins chère. La moins lourde. La plus légère. D'accord, ok. Donc ça, c'est toute la partie aérienne. Donc vous arrivez effectivement à continuer à faire de l'aérien, mais en réduisant la facture carbone, quoi qu'il arrive. Et comment ça se passe à destination? Comment je choisis ma destination, en fait? Alors la destination aujourd'hui, dans la base Fairmove, pareil, sur les 600 000 hôtels qu'il y a dans le monde, il y en a 6 000 qui ont été sélectionnés et validés comme ayant un vrai impact éco-responsable, aussi bien dans leur construction que dans leur traitement des déchets, formation, utilisation des équipes locales, utilisation de la nourriture non importée, locale. Enfin, il y a énormément de points, là, il y en a 150 pour un hôtel, et il y a 6 000 hôtels qui ont été effectivement validés comme ayant un score qui soit bon. Alors dans ces hôtels, il y en a 6 000, ça ne fait quand même pas beaucoup sur la planète, et puis en plus, ils étaient plutôt à la base orientés effectivement pour les particuliers. Oui. Donc en fait, le travail qu'on a fait avec les équipes aujourd'hui, c'est quand nous, on a des demandes de destination, alors on fait noter en fait et scorer les hôtels qu'on veut utiliser. Okay. Ce qui nous permet ensuite de donner l'information aux clients, en disant voilà, on va aller au Costa Rica, destination la plus éco-responsable au monde si on ne prend pas en compte l'impact avion, mais au Costa Rica, ok, voilà, tel hôtel, je vais avoir tel score, tel hôtel, je vais avoir tel score, tel tarif, voilà, et on va pouvoir faire des arbitrages mais en toute connaissance de cause. Okay. On ne pourra jamais avoir le 100% parfait, sauf à ne rien faire et à ne pas vivre. Oui, c'est ça. Néanmoins, nous, notre démarche était de se dire appliquons le rapport du GIEC, les demandes du rapport du GIEC, moins 50% en 2030. Et ça, avec ce qui existe aujourd'hui, c'est faisable. Okay. Voilà. En prenant en considération le pays de destination, c'est un point hyper important aussi, on n'en a pas parlé. Mais quand tu vas en France, est une destination à destination qui est extrêmement positive, puisque le mix énergétique est principalement fait à 95% d'énergie décarbonée. Okay. Voilà. Ce qui ne va pas forcément être le cas en Allemagne ou en Chine, ou même dans d'autres pays européens. Donc on a parfois des idées préconçues qui vont imaginer qu'un endroit est très bien parce qu'il n'est pas loin, mais comme son mix énergétique n'est pas bon, ça ne va pas être quelque chose de très positif. Donc pareil, dans le FairScore, le pays est noté selon plusieurs éléments, effectivement son mix énergétique, mais aussi son niveau de développement, l'accès à l'école et à la formation pour ses employés, etc. etc. D'accord. Donc vous arrivez comme ça à monter les projets pour vos clients. Exactement. En comparant les destinations. Selon leur brief. Ouais. Okay, selon leur brief. Alors là, on ne répond plus à quelqu'un qui va nous demander de faire 3 jours à 6 heures d'avion. Okay, si c'est loin, il faut un certain nombre de jours pour pouvoir compenser. Voyageons moins loin, plus longtemps si on va loin, etc.
de bien, voilà, de ne pas faire les sauts de puce, ou même une journée à l'autre bout de l'Europe pour une nuit, etc. Ça n'a pas de sens, restons en France dans l'absolu pour les Français. Oui. On a un très beau pays où il y a de très belles choses à faire, et ça fonctionne bien. Oui. Voilà. Et après, c'est évidemment une discussion qu'on a avec les clients pour que tout ça coche toutes les cases. On a eu des demandes pendant l'été dernier, on avait un brief, c'était une opération à Barcelone, et puis d'urgence, il fallait faire ça en train. C'est super, mais le train pour aller à Barcelone, tu peux le faire, mais il faut rester au moins du coup 2-3 jours sur place, parce que le temps de trajet, sinon, est trop long. Oui, c'est ça. Donc voilà, on a changé, effectivement, ils voulaient vraiment le faire, c'était très bien, on a rajouté une nuit sur place. Oui, d'accord. Dans ce cas-là, ça prenait un peu de sens, de ne pas faire passer les gens les 3 quarts de leur séjour dans les transports. Dans le train, oui. Non, c'est ça, c'est en fait arriver à comparer le budget, mais pas que, c'est-à-dire le budget versus l'impact. D'accord. Et on arrive parfois à avoir un meilleur impact avec un budget pas forcément plus élevé, et puis parfois, il va falloir investir pour compenser. Et à la fin, il reste la compensation. Alors la compensation, c'est pareil, c'est pas toujours, on dit, okay, compenser quelque part, c'est de donner carte blanche au tueur, c'est de dire, ok, fais ce que tu veux et puis tu compenseras. Alors on fait de la compensation, mais pas dans ce sens-là. On dit, de toute façon, il y a un résiduel, en plus de faire au mieux, on compense. Oui, en fait, c'est toujours cette réflexion. C'est pas je fais n'importe quoi, je compense. Voilà, c'est je fais au mieux et le résiduel qui existe toujours, je le compense. Je refuse certaines choses, je réduis et je compense. Je compense ce qui reste. Ce qui reste, au cas où il reste. Il reste toujours. Hein. Oui, malheureusement. La vie émet du CO2. C'est ça, on n'a pas trop le choix. Ouais. Mais déjà, si on peut essayer d'améliorer, c'est pas mal. Exactement. Quand on est, par exemple, à destination, est-ce qu'il y a aussi des éco-gestes qu'on peut faire dans le cadre d'un événement ? Bien sûr, mais là on a un exemple récent avec un voyage dans le sud de l'Afrique où on accompagne beaucoup un réceptif qui a fait beaucoup d'investissements en fait, dans une flotte de 4x4 électriques avec sa propre production d'électricité, avec des 4x4 qui peut en plus recharger sur place sans avoir besoin d'envoyer le chauffeur refueler la nuit. Et ça permet en plus, je dirais, aux équipes d'avoir plus de temps de repos. Aujourd'hui, cette activité-là en 4x4 électrique coûte plus cher que la même activité en 4x4 thermique, mais c'est transitoire en fait, c'est le temps que l'investisseur amortisse son investissement. À terme, ça coûtera moins cher, parce qu'il n'aura plus besoin d'acheter son essence, que sa transformation de ces 4x4 aura été amortie. Donc là, et ça, on a des clients effectivement qui l'accompagnent et qui le comprennent. Et on pousse ça. Et aujourd'hui, je veux dire, c'est plus aucune entreprise arrive à dire non, je prends le truc le plus polluant, même si ça me coûte un peu moins cher. Si la solution existe, les entreprises sont responsables et la prennent. Quitte à, parfois, je ne sais pas, faire un vin un peu moins bon ou un champagne, une coupe de champagne en moins pour réinvestir effectivement dans un sujet qui améliore le bilan RSE. Oui, vous avez des clients aujourd'hui qui sont prêts quand même à faire ces choix-là. Depuis l'année dernière, le basculement, non seulement ils sont prêts, mais en plus ils sont demandeurs de solutions, parce que même eux sont dans l'interrogation, et dans leurs critères de choix, c'est sur le podium. Si on parle d'un voyage, évidemment, la destination, le prix et le RSE, et je ne peux pas te donner l'ordre, ça dépend. Il y en a certains, maintenant, c'est le choix numéro 1. D'accord. Nos clients, les grands, qui sont des grandes entreprises, à 99%, sont conscients, comme tout le monde, depuis quelques années, sont d'autant plus, je dirais, comme tout le monde depuis un an, concentrés sur le sujet. Et en plus, arrive pour eux, et puis au fur et à mesure de la taille des entreprises dans les mois et les années qui viennent, une obligation légale de rapport RSE qui montre comment l'ensemble de leur organisation est orienté pour une baisse. Et ce sujet-là, on fait partie. Et est-ce que quelque part, justement, l'accompagnement que vous faites par rapport à l'aérien, par rapport à l'évaluation de l'impact global du voyage, c'est aussi accompagner cette réflexion sur le fait que les organisateurs d'événements, ils ont des contraintes RSE vis-à-vis de leur entreprise. Il faut justifier pourquoi on préfère faire une incentive à l'étranger alors qu'on pourrait très bien la faire en France. Ça vous permet aussi un petit peu, vous, de les accompagner là-dessus ? Ça permet l'accompagnement. Et puis, après, il faut rentrer dans les choses ultra concrètes. Et aujourd'hui, en fait, parce que, encore une fois, comme on ne part pas de zéro et qu'on ne va pas à zéro, le plus important, c'est la mesure. Oui. Donc, ce qu'on propose à partir de fin septembre, là, maintenant que on filme le modèle du Fair-Score est en route, on le teste sur d'anciens voyages. Et à partir de fin septembre, en fait, on propose à nos clients de reprendre leurs anciens voyages, de les scorer, de donner en fait du coup le résultat de ce qu'ils ont fait et du coup de leur proposer les axes d'amélioration pour les suivants. Ok. Donc c'est de pouvoir aussi de regarder ce qui a été fait et d'avoir une projection aussi dans l'avenir en disant le prochain sur lequel on est en train de travailler c'est ça et puis pourquoi pas dans les années à venir. Si vous voulez plus vite, vous pouvez dès le prochain être à -50, mais voilà, vous ne pourrez pas faire ça ou faire ça comme ça. Si vous vous inscrivez dans le rapport du GIEC, c'est -50, voilà comment on peut faire ça l'année prochaine
ça l'année d'après. Il y a des hôtels qui sont en train d'ouvrir. Évidemment, les bâtiments sont rénovés au fur et à mesure, parce que toute cette chaîne, en fait, est en train de s'améliorer. Donc, chaque année, en plus, on a de plus en plus de fournisseurs, de sous-traitants, qui nous amènent des solutions. D'accord. Ouais, c'est vraiment work in progress de Exactement. tout le monde. Mais pour pouvoir, je dirais, au minimum, pour quelque chose qui aurait été fait en... Alors, 2019, évidemment, on a plein de références. 2020, 2021, un peu moins. Avec le Covid, il y a eu peu d'incentives. En 2022, ça repart. Donc, on peut repartir de 2019 ou 2022 et dire le prochain, il va être au moins 15% en dessous de ce qui a été fait. Ouais. Donc, je suis bien dans la ligne d'arriver en 2030 au moins 50. D'accord, ok. Et au niveau des participants, je pense qu'il y a aussi un sujet de communication, parce que là, on parle de tourisme responsable, donc ça se fait aussi bien à titre individuel que professionnel. Vous accompagnez aussi tout à fait. Alors, j'ai un communiquer. exemple en tête d'un prochain voyage justement qui a lieu au Costa Rica. Et en fait, il y a toute une communication en amont et sur place pour expliquer pourquoi la destination Costa Rica. Le Costa Rica est le pays le plus éco-responsable du monde. Il a une énergie lui, qui est 100% décarbonée, principalement hydraulique, en plus qui est presque la meilleure quand elle fonctionne bien, ce qui est le cas au Costa Rica. C'est un pays énormément boisé, etc., et qui continue malgré tout à reboiser. Donc ils ont toutes les écologes. En fait, tout a été construit depuis des années. C'est un pays qui est hyper en avance. Donc le point négatif, c'est l'avion pour y aller. Donc pareil, mais déjà quand on est à destination et qu'à destination, notre empreinte sera extrêmement faible, voire positive, et qu'on a pris la ligne directe sur un avion néo écopiloté, en ne mangeant pas de viande avec un tout petit baluchon, on a fait une partie du voyage. D'accord. Et ça, on va le communiquer effectivement aux invités, et on va leur dire... incentive, à la pesée de l'enregistrement, le bagage le plus faible gagnera, voilà, on déterminera le lot, etc. Un cocktail local, sur place. Local, c'est sûr. Mais parce que quand on préparait, tu me disais, bon, là on a parlé du plateau repas, mais il y a aussi les choix de restauration aussi, quelque part, qui sont faits sur place. Sur place. Il a été vu aussi que quelque part, quand on prend un pays, on va citer l'île Maurice par exemple, quand tu vas à l'île Maurice, une grosse partie de ce qui était mangé pendant des années dans les hôtels était importé. D'accord. Tous les gens qui allaient au petit-déj le matin, ils prenaient un jus d'orange, quand même, parce qu'ils le prennent dans le monde entier. Et à l'île Maurice, il n'y a pas d'orange, en fait. Donc les oranges, elles venaient parfois du Maroc pour aller jusqu'à l'île Maurice. Donc c'est un non-sens total. Pendant que les mangues locales, elles, étaient exportées peut-être au Maroc, parce que souvent, quand tu vas au Maroc, tu manges une mangue aussi qui n'est pas forcément produite localement. Tout à fait. Et en fait, toutes ces émissions de transfert en fait, de nourriture, sont énormes, mais quelque part, quand tu vas à destination et que tu te nourris localement, c'est tout du CO2 que tu n'importes pas dans le pays où tu es, où tu as des habitudes de consommation, d'énormément de choses importées. Oui, c'est ça. Donc, le locavore, si tu veux, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, que tu vois même dans les supermarchés en France aujourd'hui, tu as le rayon local, etc. Et c'est pareil, dans le fair score des hôtels, plus ils ont un sourcing local, plus leur score va être élevé. Et ça va même plus loin, avec des accords avec des producteurs locaux, avec même une autoproduction en fait, sur les sites des hôtels qui ont parfois des temps de place, c'est-à-dire avec de l'emploi local, etc. Ouais, donc il y a vraiment une chaîne assez Le monde idéal est pas mal quand on va jusqu'au bout de l'histoire. on va y venir, c'est quoi, parce qu'on a parlé du Costa Rica, là on parlait de l'île Maurice, c'est quoi les destinations, tendances du moment quand on veut faire de l'événement responsable ? Alors, il y a forcément aujourd'hui un recentrage partiel sur la France. Oui. Et c'est très bien parce que en France, il y a tellement de choses à faire sur les façades méditerranéennes, l'Atlantique, les montagnes, les Pyrénées. Donc, c'est déjà une première chose. Et après, dans les destinations lointaines, tu as effectivement le Costa Rica, des pays comme la Tanzanie, effectivement, avec la protection des animaux. Ils ont fait beaucoup d'efforts dans ce sens-là. Et puis, j'ai envie de te dire, dans les prochains temps, le Maroc, parce que c'est aussi un effort de solidarité. Oui. On parlait tout à l'heure d'écologie, mais dans le RSE, il y a aussi le sociétal. Et quelque part, aller aider des populations locales, ne serait-ce qu'en consommant sur place et en leur permettant d'avoir un emploi, c'est déjà un acte qui est assez fort. Tout à fait. Est-ce que, pour en revenir à vos clients, c'est quoi les freins aujourd'hui qui existent encore au fait qu'ils vont dire non, on va pas aller vers la solution la plus responsable, nous on veut rester vraiment sur notre brief, quel que soit l'impact Alors, ce discours-là, il n'existe pas. Okay. Quel que soit l'impact, on ne va pas changer notre brief étiquetage, je ne l'ai plus entendu depuis des mois. Okay. Après dire, je ne vais pas prendre la solution la plus RSE parce que budgétairement, elle ne fonctionne pas, ou que alors on peut aussi avoir j'ai l'exemple de clients qui font une incentive, mais on fait aussi des voyages qui sont mi-incentive et en partie de learning expédition, et tu as une raison d'aller dans un pays qui ne serait pas forcément numéro 1 sur la liste
T'es plus écolo. Donc ça, c'est une raison d'aller à un endroit parce qu'on a quelque chose à y faire, une usine, des rencontres, etc. Mais encore une fois, quand on fait ça, on dit ok, si on fait ça, mais du coup dans cette destination, on va prendre l'hôtel qui lui a le plus de responsabilités. À destination, on prendra les sous-traitants effectivement qui ont des flottes de véhicules électriques. On va pouvoir faire des sorties à vélo. Voilà, on va trouver des solutions sur place. On ne va pas revenir avec 50 goodies en plastique importés de Chine, offerts à Dubaï et ramenés en France. Oui. Voilà, il y a un certain nombre de choses qu'on ne fait plus, qui n'existent plus, et voilà, que les clients entendent. Mais je dirais, le client qui va me dire non, mais moi, ça fait qu'il y a 25 ans que je fais mon incentive, et la RSE, c'est le dernier de mes soucis, je ne l'ai pas croisé. Okay. Je pense qu'il n'existe plus. Aujourd'hui, au niveau des services com, en tout cas... Des services com, des services achats, des services incentive, voilà, il y a une prise de conscience annuelle, une prise de conscience de l'entreprise, et une obligation légale. Aussi. Voilà, parce qu'on sait souvent, c'est aussi un accélérateur. Mais là, je dirais qu'il y a eu un peu les deux. Il y a eu l'accélérateur, prise de conscience individuelle, et loi. Il faut que ça change très très vite. On le vit tous, effectivement, le changement climatique, on est en plein dedans. Avec l'été qu'on a passé, on a bien vu déjà l'année dernière, et puis là, cette année, c'est pas beaucoup mieux. Sur la partie Fairmove, donc Fairmove est vraiment sur le voyage individuel, et voilà, il y a de la collaboration qui se fait. J'imagine qu'au niveau des équipes aussi, c'est intéressant pour eux de voir comment notre métier évolue dans ce sens-là. Oui, pour nos équipes, en fait, ça permet justement à la base, d'ailleurs, quand on a eu le premier contact, on a réuni les équipes Incentive. Jean-Pierre est venu leur expliquer son approche et on a eu une adhésion, comme dans l'entreprise, tu as toujours une résistance au changement. Sur ce sujet-là, on a eu une adhésion comme jamais. Tout le monde voulait être numéro 1 sur le dossier, dans les échanges, etc. Parce qu'en fait, la lumière s'est allumée, dit en fait, oui, il y a une solution. En plus, ces équipes-là, elles étaient dans cette difficulté. De dire, il faut qu'on fasse mieux. Justifier leur métier. Le justifier. Est-ce qu'on va encore continuer à exister parce qu'on a pas? Mais là, tout d'un coup, OK, on avait quelque chose à offrir, deux, quelque chose à construire, ce qui est intéressant aussi, à co-construire et avec une évolution quasiment sans fin, puisque cette amélioration, c'est un processus qui ne s'arrêtera pas. Vous avez vu du coup une baisse de chiffre d'affaires sur la partie tourisme d'affaires ou pas du tout On a plutôt une hausse. D'accord. Alors il y a un effet rattrapage d'après-Covid. Je pense que là, on est à la fin du rattrapage. On est quand même maintenant 1 an et demi de la reprise à peu près normale des voyages. Et on n'a pas de baisse d'activité. Oui, donc ça reste quand même un besoin fort. En fait, je pense qu'il y a une espèce de balance qui dit, OK, pour des questions de RSE, il faudrait qu'on en fasse moins. Et l'autre côté, on a des problèmes d'engagement, de recrutement. Si on ne trouve pas des choses de motivation, des choses qui intéressent, qui permettent de souder nos équipes, ça ne fonctionnera pas. Donc voilà, l'un des deux penche plutôt pour l'instant du côté on continue et même on accélère. Si en plus on résout le problème RSE, voilà, c'est d'autant plus... oui, ça peut être une solution à une problématique qui existe, qui est réelle. Et toujours, pour acquérir une entreprise, il faut un problème. Là, on a un vrai problème, donc un vrai business. Donc, une vraie solution. C'est ça qui est bien aussi, avec la charte. Alors, comment on y accède à cette charte de l'événement responsable dans le voyage? Alors, nous, on l'a évidemment dans nos offres... Dans votre offre commerciale, on ne diffuse pas l'ensemble des informations, puisque c'est aujourd'hui aussi un peu notre fonds de commerce. Oui. Je t'en ai donné quelques éléments, mais évidemment, on est à dispo de nos clients, fournisseurs, partenaires, pour y travailler avec eux. D'accord. Donc ça se fait vraiment en collaboration avec vos clients. Et il y a ce côté solution où, quelque part, il y a aussi un peu de pédagogie, de leur donner des clés pour qu'ils comprennent, eux, comment faire différemment. On a fait ce qu'on a fait en début d'année... et jusqu'au printemps, en fait, des masterclass qu'on a tenues. Il y avait beaucoup de monde, en fait, parce que effectivement, les gens se posaient la question. Ils ont cette problématique et pas forcément les réponses. Oui. Et d'ailleurs, nos clients nous amènent notre propre problématique. Ça permet de travailler ensemble, de co-construire et de trouver des solutions. Et l'exemple que je te donnais OK, il y a certaines destinations, on se dit, ça là, on va complètement l'éliminer, en fait. Et quand un client te dit, mais moi, cette destination, je ne peux pas ne pas y aller parce que j'ai un partenaire là-bas, et j'ai une usine, et c'est pour ça, en fait, je profite d'emmener mes équipes pour visiter cette nouvelle usine, etc. C'est OK, donc on va y aller, donc allons-y dans les meilleures conditions possibles. D'accord. OK. Donc, là, on a parlé business. Je pense qu'effectivement, donc, toi, tu portes cette entreprise avec tes cofondateurs. Est-ce que, justement, toute cette prise de conscience professionnelle, ça a impacté quelque part ta manière de voyager, à toi aussi, personnellement? Alors, la mienne, oui. Alors, moi, j'ai passé mon été en France, c'était très bien. En Normandie, j'ai pas ressenti le réchauffement climatique tout de suite, mais c'était très agréable. Moi, je suis un early user du véhicule électrique déjà depuis plusieurs années. J'en ai vécu les affres, c'est-à-dire que les premières années où c'est très sympa d'avoir une voiture électrique, mais pour la recharger, c'était un enfer. L'autonomie n'était pas top, le temps de chargement long. Mais ça, c'est pareil, il y a eu un basculement depuis la fin de l'année dernière. Aujourd'hui, toutes les autoroutes sont équipées de superchargeurs, les voitures ont une vraie autonomie, c'est plus du tout un sujet. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qui a
évolué très vite et très positivement. Alors évidemment, il y a aussi une controverse, est-ce que c'est vraiment la solution, la voiture électrique? Dans le monde, partout, pas forcément. En France, avec notre production électrique décarbonée, on est à peu près sûr que oui, surtout quand tu... Évidemment, si c'est qu'en centre-ville, tu fais peu de kilomètres, la question va pouvoir se poser, mais quand tu roules un peu, il n'y a pas de sujet. Et puis, je prends que des vols directs. Je fais très attention, effectivement, à destination. J'applique, c'est vrai que j'allège ma valise. C'est bien. Et donc, j'imagine que derrière, tu challenges aussi tes enfants, ta famille. Ça, c'est pas la peine, parce que les enfants, eux, ils sont un peu en avance sur ces sujets-là. Ah, c'est bien ça. Essaye pas de jeter un papier par terre avec des enfants dans la voiture. Je confirme. Avoir de gros ennuis. C'est pareil. Nous, on a passé l'été dans le sud de la France avec mes enfants et on a beaucoup challengé le papier sur. Je sais même pas s'ils sont pas. Il y a un moment, je suis toujours dans l'équilibre. Les enfants sont extrêmement sensibilisés à l'école, etc. Ce qu'ils entendent à ces sujets. Et moi, je me méfie toujours du trop, en fait. Ils sont presque limite angoissés, en fait. Donc voilà, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais voilà, sensibilisation. Mais je crois qu'il faut pas tomber dans le. Il faut garder de l'espoir, en fait, et des choses positives. Oui. Surtout pour des enfants. Tout à fait. Non, il y a un sujet sur cette éco-angoisse. Exactement. Mais le but, c'est voilà, ce qui est positif aujourd'hui, et c'est ce que moi, à ma toute petite échelle, j'essaye de faire, c'est de montrer que c'est possible, montrer qu'il y a plein de gens engagés dans notre secteur à nous, de l'événementiel, qui permet justement de faire différemment. Et ce que tu disais tout à l'heure est très juste sur le fait que la chaîne de valeur, les prestataires aujourd'hui, ont fait beaucoup d'efforts, ont changé beaucoup de choses. Vous, les agences, vous essayez de porter le message aussi. Les décideurs dans les entreprises, eux aussi, prennent conscience de beaucoup de choses. Donc tout ça fait que, au bout d'un moment, on va y arriver. Et donc, on va continuer. Je crois qu'on est un des métiers où, finalement, c'était un des métiers où c'est le plus difficile à mettre en place. Mais je pense qu'on est aussi un des métiers qui est le plus en avance sur ces sujets aujourd'hui. Et là, je parle de l'ensemble de la filière, je ne parle pas spécialement de notre entreprise. Toutes les agences, aujourd'hui, sont à fond sur ces sujets, Quality Incentive, même sur les autres métiers aussi. Oui. Et là, ça avance vraiment dans le bon sens. Et tu me demandais à titre personnel l'évolution, je te donnais quelques exemples. Mais au-delà de mon impact personnel, il est aussi important dans l'entreprise. Et dans l'entreprise, effectivement, on est certifié, je te dis, depuis plusieurs années. Oui. On a fait le choix aussi de déménager il y a maintenant un peu plus de 2 ans, de changer nos locaux et de partir dans un des immeubles les plus HQE d'Europe. D'accord. Et quand on sait que le bâtiment, c'est 40% des émissions, voilà, c'est déjà un acte ultra important pour une entreprise. Alors, c'est vrai que là, pendant la canicule, dans les bureaux, il fait 26 alors qu'on est dans une tour de la France qui est toute neuve. 26, c'est limite en termes de confort. Ça va, mais c'est limite. c'est un peu, chaud. L'hiver 19, c'est un peu froid, mais nous on le vit déjà depuis 2 ans en fait, parce que le bâtiment était déjà certifié, donc c'était même avant la loi. Et puis tu parlais aussi de l'écosystème, donc nous on veut continuer à l'accompagner, et on a décidé en fait au sein de l'entreprise de créer un incubateur pour des entreprises en fait dans notre secteur d'activité, qui par leur projet vont avoir en fait un impact positif autour de nos métiers. D'accord. Donc ça, dans le cadre général, je dirais, de l'évolution de l'entreprise qui se transforme en entreprise à mission, il y aura une brique importante qui sera cet incubateur. D'accord. Pas que sur le tourisme d'affaires, mais sur l'ensemble des métiers de l'événementiel. Voilà. L'événementiel, les salons, tous les matériaux qu'on utilise, la recyclabilité, etc. D'accord. Il y a beaucoup de sujets. Et là, vous voulez faire ça pour quand ? Voilà, c'est maintenant, septembre, on va le lancer. On commence déjà à recevoir des dossiers. D'accord. Parce qu'on en a un petit peu parlé. Voilà. Et on installe des bureaux supplémentaires au sein de l'entreprise pour pouvoir les accueillir, puisqu'effectivement, dans l'incubation, il y a aussi de l'accompagnement, et du coup, ils auront des professionnels alors avec eux en fait, pour les accompagner, les aider à accélérer, et évidemment, ensuite, au sein notamment de l'association L'Événement, on pourra faire rayonner ces futures entreprises dans notre métier pour accélérer leur développement et du coup offrir des solutions Bien sûr. à toute la filière. Bon, tu m'en parleras. Je te dirai, pareil, des exemples, si on peut en parler de toutes ces nouvelles solutions, il se passe plein de choses. Il y a plein de solutions qui sont créées. Et c'est bien de voir que notre filière, elle évolue dans le bon sens. C'est plutôt une bonne chose. Donc en tout cas, si je dois résumer, on continue à voyager, malgré tout, pour du tourisme d'affaires, mais un peu différemment. On se challenge. Et c'est vrai que l'avantage de ce que vous avez mis en place, le scoring, c'est de pouvoir mieux comprendre, mieux évaluer son impact et essayer d'avancer par la suite si possible avec une agence ou un conseil qui puisse évaluer et arriver à accompagner. Et du coup, l'agence conseil prend tout son sens, puisque là, effectivement, on a un vrai rôle de conseil. Tout à fait, exactement. En tout cas, merci beaucoup, Marc, d'avoir partagé une toute petite partie, mais déjà qui donne pas mal de clés de cette charte. Comme on en parlait tout à l'heure, cette charte du voyageur d'affaires responsable, on la retrouve chez vous, s'il y a besoin. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. J'espère que ça vous a donné
plein d'idées sur la manière dont vous allez pouvoir avancer et réfléchir vos prochains projets de tourisme d'affaires. Donc en France, bien évidemment, le voyage en train aussi. Et puis si on veut aller plus loin, avec l'avion, avec tous les bons conseils qu'on vient de vous donner, ça vous donne déjà des pistes de réflexion. Donc je vous souhaite des bons voyages d'affaires et surtout de se retrouver très vite pour un prochain épisode de Life Stories.